la capsule estivale de l'équipe McGill Duquette du Rang du Four. J'ai Jonathan avec moi pour cette capsule, donc merci d'être à l'écoute. On est de retour aujourd'hui, on fait une revue économique et puis on va parler un petit peu de planification financière et de la règle du 4 %. Donc Jonathan, à toi la parole pour notre petite revue économique. Oui, ben on peut commencer peut-être en regardant où est-ce qu'on en est rendu là, du côté de l'inflation. Fait quand même pas mal de développement là, depuis le début de l'année. Là. Puis on peut voir sur la slide les différentes catégories en fait là, qui contribuent aux chiffres d'inflation qu'on voit souvent là, dans les médias, tout ça. Puis une chose qu'on peut vraiment remarquer, en fait deux choses. La première étant que le logement, donc vraiment la partie en jaune qui a vraiment le plus d'impact présentement là, au niveau de l'inflation. Et la deuxième chose, c'est vraiment qu'on peut remarquer que les biens, donc vraiment les biens de consommation, sont présentement en déflation. Donc, on peut voir que l'inflation est négative. Hein? La barre est en dessous du zéro. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a même eu un recul au niveau du prix des biens présentement dans l'économie depuis quelques mois. Puis, ben là, on peut pas vraiment le voir clairement là, sur ce graphique-là, mais donc, ce que ça veut dire, là, c'est que c'est vraiment les services présentement là, qui contribuent énormément à l'inflation. Puis on peut penser, entre autres, au voyage là, qui a été quelque chose où est-ce que la demande a été très, 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 très forte et qui a également contribué. Oui, très intéressant de voir ça, que c'est pas tout qui monte de prix ces temps-ci. Là. Ouais. C'est même négativement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Exact. Puis ça nous amène aux indicateurs économiques avancés un petit peu avec les périodes de récession. Qu'est-ce que tu as à nous dire à propos de ça? Oui, ben je peux peut-être juste commencer là, en donnant un ou deux exemples là, d'indicateurs précurseurs, comme on dit en français, là, pour donner un indice ou un signe là, de récession potentielle. Ben, on peut penser tout simplement à la courbe des rendements inversés, qui est vraiment le plus populaire, là. La chose qu'on peut remarquer sur le graphique, c'est qu'évidemment, présentement, les indicateurs avancés indiquent une récession potentielle. Là. Puis l'autre chose, c'est vraiment intéressant de voir que dans le passé, en tout cas depuis 1968, là, comme on voit sur le graphique, ils n'ont jamais eu tort. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas jamais se tromper. C'est pas arrivé depuis longtemps, mais écoute, on a quand même été surpris. Là. On a eu plein de premières là, au courant des dernières années. Fait que ça va quand même être intéressant de suivre qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Oui, puis récession ou pas, on voit le ralentissement économique, ralentissement dans l'inflation, ralentissement un petit peu partout. Fait que c'est sûr que les indicateurs, eux autres, ils le voient nécessairement. Oui, puis tu sais, une chose que vraiment, en fait, qui contribue énormément là, positivement, c'est l'inflation, pardonnez-moi, l'immigration qu'on a présentement là, vraiment au Canada, c'est particulièrement intense, là, mais aux États-Unis également. C'est sûr que plus de personnes qui viennent dépenser, qui consomment, bien évidemment, c'est sûr que ça va aider les chiffres là, de croissance économique. Après ça, ben, parfois, un indicateur intéressant à regarder, là, c'est peut-être le PIB par habitant là, qui donne une meilleure indication là, de l'état de santé des consommateurs présentement. Qui est en baisse depuis quelques mois d'ailleurs. Qui est en baisse depuis quelques mois, oui. Au niveau des rendements 2024, on répète un petit peu une histoire d'une autre capsule précédente qu'on avait fait avec les 7 magnificents, là, les 7 grandes compagnies de technologie. Oui, exactement. Fait que vraiment un momentum qui s'est poursuivi. Là. Fait que la domination des 7 magnifiques a continué là, tout simplement. Fait que encore beaucoup d'excitation là, et d'attente envers l'intelligence artificielle. Il faut quand même rappeler hein, que oui, il y a beaucoup d'investissements présentement, puis c'est une technologie qui va probablement amener beaucoup d'efficience là, et de... Bref, qui va nous aider à faire mieux notre travail, puis il va être bénéfique pour l'économie. Mais présentement, il n'y a pas encore vraiment de revenus là, qui sont tirés de ces divisions-là là, à l'intérieur de ces grandes entreprises-là. Donc, ça va quand même être intéressant de voir comment que tout ça va se produire. Puis, en fait, le point principal là, de ce graphique-là, c'est vraiment de voir la divergence. Là. Fait que ça, on peut voir les 7 magnifiques là, puis pas oublier que c'est quand même en date du 30 juin, là, donc on va parler du mois qui va suivre. Mais tu sais, on parle les petites capitalisations là, qui
qui faisait 1,7% en date du 30 juin, versus là, vraiment quasiment 32% pour les 7 magnifiques. Et l'autre chose qui est quand même intéressante à voir, c'est que le S&P 500 équipondéré, évidemment les 500 mêmes entreprises, mais au lieu d'être pondérés plus fortement dans les plus grandes entreprises, ils ont tous le même poids, seulement 5,1%. Là, donc on peut apercevoir un petit manque de profondeur. C'est vraiment les 7 grandes compagnies qui tirent encore le rendement de l'indice, encore depuis le début de l'année, même l'année passée. Donc, ça, il y a toujours des fois un petit renversement vers la moyenne. Fait que là, on a le graphique passé, comme tu disais, Jonathan, c'était au 30 juin. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu en juillet? C'est peut-être un petit peu ça. Est-ce que c'est signe de ce qui s'en vient? On sait pas, hein, ça va être intéressant de voir ce que l'avenir va nous réserver, mais définitivement, comme tu l'as dit, Fabrice, un retour à la normale, en tout cas, surtout au niveau des petites capitalisations là, qui habituellement sont beaucoup plus sensibles à l'économie, plus volatiles également, mais quand l'économie va bien, ils ont tendance souvent, ou en tout cas, en théorie, ils devraient produire un rendement plus élevé que les grandes capitalisations. C'est pas toujours ce qui se produit, là. On l'a vu ces dernières années, ça a été vraiment à l'avantage des grandes capitalisations, mais quand même plus de 10% là, dans le dernier mois, là, seulement en juillet. Puis un des éléments déclencheurs, ça a vraiment été le chiffre d'inflation aux États-Unis qui est sorti sur les attentes, là, mais les gens, évidemment, craignaient que ça soit par-dessus, donc ça l'a amener une espèce de rotation. Là. Fait que certaines personnes ont commencé à peut-être sortir un petit peu des entreprises de technologie qui s'en viennent peut-être un petit peu de plus en plus cher parce que les prix, en fait, la valeur des actions a augmenté beaucoup plus que la croissance des bénéfices. Fait que peut-être une rotation là, vers d'autres secteurs ou d'autres classes d'actifs qui sont un petit peu moins chers et plus abordables. Intéressant de voir aussi la saison des bénéfices qui, au moment où on tourne cette capsule-là, est à nos portes. Là. On va voir quand que ça sort, mais ça aura peut-être un impact aussi. Oui, définitivement. La majorité des 7 des 7 magnifiques vont rapporter les résultats cette semaine. Donc, ça risque de faire bouger les marchés, définitivement. Puis, tu voulais nous parler aussi de petites similitudes avec des années qu'on a déjà vécues? Oui, définitivement. C'était pour faire un petit peu le pont. On parlait tantôt de la divergence au niveau des rendements là, du S&P 500 et du S&P 500 équipondéré. On parle quand même d'une bonne divergence comme qu'on voit là, en 2024, donc près de 20%. Et quand même intéressant de noter là, que dans les années 2000, donc évidemment la bulle technologique, on était... C'était encore pire, mais on s'approche quand même de ces niveaux-là. Grande différence, par exemple, c'est sûr que dans les années 2000, à un certain point, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient dans le négatif, là, qui produisaient des rendements négatifs, alors que vraiment l'indice était tiré vers le haut par le secteur technologique. Présentement, ce n'est pas le cas, surtout pas si on considère le dernier mois, mais quand même un fait intéressant là, à suivre. Oui, je pense que, comme tu dis, on n'est pas rendu là, mais les niveaux commencent tranquillement à ressembler. Là. La bourse se fait traîner par la technologie depuis un bon moment déjà. On verra si c'est signe, si le passé se répétera. Puis, côté évaluation, justement, des géants de la technologie. C'est sûr qu'on entend souvent dernièrement les gens dire que le marché américain est cher, le S&P 500 est cher. Fait que c'est sûr que quand on regarde l'indice vraiment dans son ensemble à 21,1 de ratio cours-bénéfice, ça peut paraître cher, c'est au-dessus des moyennes historiques. Par contre, c'est vraiment grandement causé par vraiment les 7 magnifiques, là, parce que si on prend le même indice, mais plutôt le S&P 493, qu'on pourrait dire. Là, fait qu'on enlève les 7 plus grandes entreprises de technologie. On tombe à 18. Ce qui est pas mal sur les moyennes historiques, je dirais. Mais, une chose à noter, c'est que plus de 3 points en fait, de différence là, entre les deux, fait que le S&P 500 et le S&P 493, historiquement, ça a été, en tout cas depuis 2015, comme on le voit sur le graphique, là, ça a été le maximum, vraiment la différence maximum qu'on a connue. Fait que ça va quand même être intéressant de voir si peut-être ça va être la limite. Est-ce que c'est une résistance technique? Ça va être intéressant, je pense, de voir la suite. Oui, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se développer à ce moment-là.
Puis ce graphique-là, tu voulais nous en parler, c'est intéressant parce que maintenant, on sait qu'il y a des indicateurs avancés, on dit que l'évaluation de la technologie est haute, on sait que l'économie ralentira. Qu'est-ce que ça veut dire pour la bourse? Est-ce qu'on devrait courir en sécurité ou... Ah, ben, tu sais, ça, c'est. Ce qu'il faut comprendre du graphique, là, c'est qu'il n'y a pas vraiment une tendance. On ne peut pas vraiment essayer de chercher une tendance qui va nous révéler exactement qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Tu sais, on peut voir, ce qu'on voit à l'écran, là, c'est vraiment la performance de S&P 500 après, en fait, dans l'année qui suit la première coupure de taux. Fait que, tu sais, souvent, une coupure de taux, c'est vu comme étant positif pour l'économie, puis ça l'est parce que c'est stimulant. Les entreprises vont payer moins cher sur leurs dettes et le consommateur peut emprunter pour consommer et ça va lui coûter moins cher. Fait que tout ça semble bien positif, mais ce qu'on peut voir, c'est que ça ne l'est pas toujours. Il y a autant de rendements positifs que de négatifs là, après une année. Ben, en fait, après l'année, une année après la première baisse de taux. Puis peut-être attirer l'attention particulière sur 2 années. On a octobre 1974 parce qu'il y a aussi le concept de est-ce qu'on est en récession ou est-ce qu'on n'est pas en récession. Fait que, c'est ça qui fait la différence entre les lignes rouges et les lignes vertes. Les lignes vertes, évidemment, signalent qu'il n'y a pas eu de récession dans les 12 mois suivants et la ligne rouge et les lignes rouges, en fait, qu'il y en a eu une. Donc, ce qu'on peut comprendre, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tendance exacte qui va expliquer qu'est-ce qui va se passer dans le futur. On a eu octobre 1974 où est-ce que l'économie était en récession et c'est la ligne qui a le mieux rebondi, en tout cas pour une certaine période de temps. Et puis, à l'inverse, on a aussi 1976 qui n'a pas eu de récession, mais qui a quand même fini négatif. Fait que c'est quand même à faire attention. Les marchés peuvent souvent être un petit peu aléatoires là, sur le court terme. Oui, puis comme tu l'as dit, hein, court terme, 1 an, c'est long 1 an, mais c'est court en fait en termes de bourse. C'est trop difficile à prévoir. Fait que je suis 100% d'accord avec toi. Dernier petit point qu'on avait pour vous, on voulait parler un petit peu du retrait de 4% du capital à la retraite. C'est un graphique qu'on avait trouvé sur le site de Michael Kitches. On trouvait ça super intéressant parce qu'il faisait prendre la retraite à plusieurs personnes, en fait dans plusieurs périodes de temps avec 1 million de dollars. Puis il décaissait 4% par année, donc 40 000 par année simplement du portefeuille. Puis le 4% varie à chaque année selon la hausse du portefeuille. Donc si les portefeuilles ont augmenté, bien, le 4% lui va permettre d'augmenter les retraits à chaque année. Puis ce qu'on peut remarquer, c'est un petit peu une loi, une règle du pouce, ce 4%-là qui a été nommé dans l'industrie. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Bien, cette étude-là est intéressante parce que dans le fond, on veut tout le temps quelque chose de sécuritaire. On veut s'assurer de retirer notre 4% puis d'en avoir assez pour toute notre vie. Donc, cette étude-là a été faite sur 30 ans. Puis on peut remarquer qu'il y a juste un scénario que les gens ont manqué d'argent. Donc, il y a une seule période dans toute l'histoire que c'est arrivé que la personne a pris sa retraite, qu'elle a retiré 4% de son capital, puis qu'elle a manqué de sous. Les autres, il y a eu, vous pouvez voir le 10% là, des sorties négatives. Les gens ont eu assez de capital pendant 30 ans. Il y avait moins de sous qu'au début, mais ils en ont eu assez. Ce qui est le plus particulier de tout ça, c'est qu'on voit qu'il y a le 50e pourcentile, là, donc il y a 50% des scénarios qui avaient 2,8% de capital de plus après 30 ans. Donc le million, il était rendu à 2,8 millions et en plus, ils ont décaissé leurs 4%. Fait que ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, oui, en général, là, 4%, c'est une règle super sécuritaire. Avec cette règle-là, vous ne vous tromperez probablement pas. Mais en même temps, vous pourriez probablement retirer peut-être plus et avoir une plus belle retraite. Fait qu'on voulait juste accentuer le fait que le plan de retraite, c'est super important. Ça permet d'associer les valeurs, les projets, s'assurer de voir combien on peut dépenser. Puis c'est vraiment la meilleure façon de faire quelque chose que de se fier aux règles du pouce qu'on trouve sur Internet. Néanmoins, c'était vraiment un graphique intéressant. Puis s'il y en a qui veulent calculer le 4%, c'est facile. Là, si quelqu'un a un budget de 50 000 $ qu'il veut le dépenser à la retraite, si on fait x 25 ce montant-là, bien, c'est le montant que ça vous prend dans vos comptes pour subvenir à la retraite avec un 4%. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, quelqu'un qui aurait 40 000 $ par année de budget aurait besoin d'un capital de 1 million.
Super intéressant. Puis tu sais aussi une chose qu'il faut quand même penser, c'est le profil de risque de la personne. C'est sûr qu'une personne qui est conservateur versus une personne qui est croissance, tu sais, faut pas oublier que c'est quand même une règle du pouce, mais quand même intéressant à savoir, puis ça peut être utile dans certains cas. Oui, exactement. Donc, merci de votre écoute. S'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Puis, on se revoit pour la prochaine capsule. Merci, à la prochaine.